Voilà, bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une après-midi d'études autour de la notion d'image et de peinture, donc, qui est organisée par l'atelier de recherche et de création Tracer les fantômes. Donc je répète ce que j'avais déjà expliqué dans la table ronde, mais au cas où, je suppose que tout le monde n'était pas là. Cet atelier de recherche et de création Tracer les fantômes, comme son nom ne l'indique pas, c'est un atelier de recherche et de création qui interroge la peinture. Alors évidemment, dans Tracer, il y a cette notion effectivement de laisser une empreinte sur quelque chose, donc d'avoir un geste comme ça, d'amener une trace sur une surface, ou de faire en sorte que la trace se dépose. Mais tracer, pour nous, c'est aussi tracer ce qu'on ne voit pas, pister ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on essaye, dans Tracer les fantômes, d'interroger la peinture, certes, mais d'interroger, par exemple, les différents composants de la peinture, mais aussi les marges, les détails, les lointains peut-être, et puis également les artistes que l'on aurait oubliés. Donc ces artistes que l'on aurait oubliés ou ces marges du tableau, ce sont nos fantômes, effectivement. Alors normalement, on était censé mettre notre super visuel que vous avez déjà vu, qui est tiré d'une image virale avec donc des fantômes qui sont en cercle, assis un peu comme un cercle, les alcooliques anonymes, voyez-vous. Et donc, il y a plusieurs fantômes qui sont assis. Il y a une chaise vide et il y a un phylactère qui sort de ce siège vide avec un fantôme donc, qui dit « Eh les gars, je suis là, mais j'ai oublié mon drap ». Donc voilà, il y a vraiment l'idée d'invisibilisation au carré. Et puis, il y avait aussi l'envie de prendre une image virale, donc qui est par essence une image qui n'a pas d'auteur ou d'autrice. Alors là, on a enfin trouvé les auteurs de cette image, qui sont Joe Berger et Pascal Wise, et qui sont des dessinateurs de The Guardian. Donc ça y est, cette image fantôme à trouver n'est plus fantomatique en termes d'auteur. Et donc Nadia avait repris cette image en tableau, donc on avait vraiment joué sur cette notion de peinture et d'image. Ce qui tombe bien en fait avec cette première journée d'études. Donc voilà, c'était en fait cet arc et a le désir de retrouver les contours, de redessiner les contours justement de ce qui est devenu peut-être fantomatique. Alors juste pour préciser les actions qu'on a pu faire depuis le début de l'existence de l'arc, donc depuis là, octobre, ont pu être faites grâce à des partenaires que je vais quand même aujourd'hui citer. Il y a l'unité de recherche Réseau Peinture, qui est une unité de recherche qui regroupe plusieurs écoles d'art, et qui est accompagné par le ministère de la Culture, enfin, qui reçoit le soutien du ministère de la Culture et qui va nous permettre de sortir une revue, un exemplaire de revue, dans laquelle on vous sollicitera d'ailleurs, monsieur et mesdames, pour un texte, pour un article. Il y a également dans les partenaires les écoles des beaux-arts de Valence et de Rouen, avec lesquelles nous avons fait un workshop avec certaines d'entre vous, et qui se poursuivra par une exposition à l'école de Montpellier. Il y a l'école des mines d'Alès qui propose aussi un projet de recherche. Et puis le musée Fabre, bien sûr, voilà, je me tourne vers Maud, qui est notre partenaire régulier et avec lequel on travaille sur le projet Traditor et Traductor. Non, c'est le contraire, Traductor et Traditor, qui donc engage aussi l'école des beaux-arts de Nîmes. Alors, juste pour vous présenter nos invités, nous allons commencer avec Marion Dufour, qui est docteur en sciences du langage, diplômée de l'Université Paris Descartes, Paris 5 Descartes, mais qui s'appelle aujourd'hui Université Paris-Cité. Voilà, et également diplômée de l'École du Louvre. Donc déjà, ça nous rapproche encore un peu plus. Marion Dufour est enseignante-chercheuse spécialisée. Alors là, je lis parce qu'elle est pointue sur le langage, forcément. Spécialisée en didactique de langue culture. Ça, tout va bien. Et elle enseigne actuellement depuis 2020 au Brésil. Elle est professeure visitante donc, à l'Institut de lettres de l'Université fédérale de Rio Grande del Sul, donc au Brésil. Et parallèlement à ça, elle travaille avec Nadia depuis pas loin de 10 ans sur les questions de langage et de la façon dont ce langage influence l'individu, le façonne aussi. Nous allons aussi avoir Hélène Trespech, qui est maîtresse de conférences en histoire de l'art à l'Université Paul Valéry Montpellier 3,
qui est également fondatrice et co-directrice d'une revue qui est en ligne et qui s'appelle Exposition, et qui donc pose la question de l'exposition. Elle a publié un essai qui s'intitule « La crise de l'art abstrait, récit et critique dans les années 1980 », et elle s'apprête à publier un autre essai qui travaille sur les rapports qu'a entretenu Vassili Kandinsky avec l'image photographique. Et vous retrouverez aussi un texte d'Hélène dans le futur catalogue de l'exposition Néaurore, qui est la prochaine exposition du MoCo. Et enfin, Maud Marron-Wojewódzki, qui est conservatrice au musée Fabre des collections 19e, 20e, 21e, donc à partir de Courbet. Donc tout cet étage-là, vous voyez, et puis après les salles voûtées. Elle a organisé plusieurs expositions en commissariat ou co-commissariat. Il y a eu dernièrement, pour citer les dernières, United States of Abstraction, artiste américain en France 1946-1964. Donc sur ces artistes américains qui sont venus en tant que GI et qui sont restés en France grâce à la bourse, le GI Bill. Et puis, bien sûr, Jamel Tata, le Théâtre du Silence. Et là, pour l'exposition d'été, l'exposition consacrée à Germaine Richier, une rétrospective. Les membres de Tracer les fantômes connaissent Maud parce qu'elle nous a reçus plusieurs fois au musée lors de notre première rencontre singulière avec Marina, j'écorche toujours son nom, la pauvre Bousvarou, qui est restauratrice. Et nous avions eu un échange passionnant sur la restauration des peintures contemporaines. Et Maud nous a également reçus avec Jamel Tata dans son exposition. Et donc, vous la retrouverez aussi pour certaines peut-être d'entre vous sur le projet Tradutor et Traditor. Et enfin, il y aura une discussion. Alors, on a un petit peu changé le programme par rapport à ce qui était annoncé. Une discussion avec Philippe Dagen et l'ensemble des intervenantes. Philippe Dagen est professeur des universités à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est également critique au Monde et quand il a du temps, il est également romancier. Et donc, je précise pour les deuxièmes années qui sont là, nous avons travaillé notamment sur un des sujets qui intéresse Philippe Dagen, la notion de primitivisme. On avait fait un cours là-dessus. Voilà, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était en début d'année. Je laisse la parole à Nadia. Avec cette journée d'études, il s'agit Bon, là, c'est le bon, oui. Bonjour tout le monde. Alors, on s'intéressera aujourd'hui à la question à deux termes, donc image et peinture. Et nous partons du constat que la peinture, dans le champ de l'art contemporain, n'est pas un médium homogène, uniforme. On peut y trouver la peinture abstraite, figurative, la peinture au champ élargi. Elle peut prendre des allures sculpturales et se présenter sur toutes sortes de supports, sur toutes sortes de surfaces, dont la toile, bien sûr. Donc, sur cette surface se trouvent une ou deux ou plusieurs traces ou des superpositions des traces réalisées de manière manuelle, mais pas nécessairement. Donc, ces traces peuvent avoir été réalisées à la main, ou au pinceau, ou à la bombe, mais aussi mécaniquement, par l'action du hasard, le vent, la pluie, le soleil, etc. Donc, une des définitions possibles de ce qu'est la peinture, dans ce contexte des beaux-arts, pourrait être une peinture, c'est une trace ou une suite de traces provoquées par un ou des gestes et qui ont été posés sur un support qui peut être de toutes sortes et d'ailleurs pas nécessairement plane. Donc, à partir de ce constat factuel et matériel de ce qu'est la peinture, il s'agit pour nous de questionner son rapport qu'elle entretient à l'image. Donc, d'après le petit Robert, l'image est la reproduction visuelle d'un objet réel ou figuré, la reproduction ou représentation analogique d'un être, d'une chose. Puis, le philosophe Paul Ricoeur écrit de son côté concernant l'image dans la mémoire, l'histoire, l'oubli. Qu'en est-il de l'énigme d'une image, d'une icône, donc le mot grec pour le terme image, figure, représentation, pour parler avec Platon et Aristote, qui se donne comme présence d'une chose absente marquée du sceau de l'intérieur. Une image, nous dit-il, est une représentation visuelle, voire mentale, de quelque chose et elle pointe vers quelque chose d'absent. Donc aujourd'hui, dans cette journée d'études, nous aurons le plaisir d'écouter d'abord Marion Dufour,
qui nous parlera des catégorisations depuis l'angle de la sémiotique et de la linguistique. Elle abordera de quelle mesure le langage nous donne à voir le réel, comment se fait notre interaction avec les objets et en quoi cette interaction permet la transformation de nos représentations et le renouvellement de nos perceptions catégorielles. Puis, il y aura Hélène Trespech quant à sa contribution qu'elle a nommée la peinture abstraite autophage à propos de Gerhard Richter et Sherry Levine. Elle questionnera la peinture abstraite qui se nourrit donc d'elle-même et en quoi et comment les pratiques abstraites, les représentations non figuratives absorbent dans leur processus créatif les images. Puis on finira avec Maud Marron-Wojewodsky et sa communication du chef-d'œuvre et de ses images dans laquelle elle thématisera deux regards artistiques sur la rencontre de Gustave Courbet, celui de Yan Pei Ming et celui de Ei Arakawa. Leurs interventions artistiques qui ont eu lieu toutes deux au musée Fabre ont interrogé le rapport à l'image induit par la notion de chef-d'œuvre et font également le lien avec le travail qui mènent donc les étudiants des Beaux-Arts d'ici avec celles et ceux de Nîmes sur la collection du musée Fabre dans le cadre du projet Traduttore et Traditore qui aboutira en 2024. Et comme on vous l'a annoncé, le programme a un petit peu changé, c'est-à-dire qu'on ne commence pas avec Philippe Dagen, mais il va nous rejoindre ensuite, après ces trois interventions, pour une discussion commune. Et puis, il y aura peut-être aussi une prise de parole plus élaborée, on verra. Et puis, je vous invite tous, enfin, on vous invite tous de venir voir ce qu'il a à dire ce soir à 19h pour le jeudi de la Panacée. Et puis, normalement, il y a eu 2 séances, donc là, ça s'est un peu changé, mais je préparais un PDF, donc nous avons préparé un PDF pour vous montrer ce beau projet peintre-peintre que nous avons réalisé avec l'école des Beaux-Arts de Valence et de Rouen, où les étudiants ont donc investi l'école pendant une semaine avec leurs travaux picturaux. Et à la base, on avait prévu de montrer ça pendant la pause, mais on va peut-être faire ça à la suite. Oui, voilà, lors de la discussion, pourquoi pas. Donc, juste 2 mots sur ce projet. Donc ce workshop peintre-peintre a été mené en novembre 2022 avec l'école des Beaux-Arts de Valence et de Rouen à Valence, donc aux Beaux-Arts de Valence. Et ce travail a été suivi et va être suivi d'une 2e étape où certaines peintures qui ont été donc réalisées sur place sont ensuite transposées en images, en impression numérique, sur lesquelles les étudiants en partie vont réintervenir. Et ce travail donnera lieu à donc une nouvelle exposition aux Beaux-Arts de Montpellier, a priori à la rentrée prochaine. Je laisse la parole à Marion Dufour. Merci beaucoup, Coline Girieux. Merci beaucoup, Nadia Lichtich. On entend bien d'avoir organisé cette journée d'études et de m'y avoir conviée. Merci à tous d'être ici. Alors, mon propos aujourd'hui, c'est de montrer que le domaine de l'art est un domaine de prédilection pour questionner et repenser nos catégories, la manière dont nous catégorisons les choses, images ou peinture. Et le titre de ma communication, comme vous pouvez peut-être le pressentir, l'histoire de l'art, domaine d'objet et domaine de parole, emprunte au concept de la philosophie néo-réaliste, telle que théorisée par Marcus Gabriel dans son livre « Le monde n'existe pas ». Philosophie dans le cadre de laquelle se situe mon intervention et qui pose que nous avons un accès direct au réel. En effet, le courant néo-réaliste considère que ce n'est pas parce que nos perspectives sur les choses sont subjectives que nous n'avons pas accès aux choses en soi. Marcus Gabriel explicite ce fait en prenant l'exemple de la perspective que nous avons sur les choses, une perspective qui n'est pas seulement subjective, comme le pensent les constructivistes. En reposant dès la Renaissance sur des lois de l'optique, elle devient quelque chose d'assez objectif. C'est donc à travers une perspective spatiale littérale, dit Marcus Gabriel, que se fait notre accès aux choses. C'est notre accès au réel.
Excusez-moi. En art, l'accès au réel est la quête de nombreux artistes depuis l'Antiquité qui rivalisent avec la nature pour atteindre au réel des choses, mais ne parviennent qu'à l'illusion du réel. L'illusion d'une mouche sur une coiffe ou sur le bord d'une assiette, comme dans cette peinture du maître de Francfort. Au XXe siècle, cette tentative d'atteinte du réel donne lieu à de nombreux courants artistiques, comme le suprématisme. Dans les années 20, Kazimierz Malevich proposera d'accéder au réel en se passant des objets, en faisant fi de tout sujet de peinture, et il fera scandale avec le tableau Quadrangle noir, accroché dans le coin rouge de la salle, celui qui, selon la tradition orthodoxe, est réservé aux icônes dans les maisons paysannes russes. Ce quadrangle renvoie au cadre et au support lui-même, qui est un carré, c'est-à-dire à la surface physique du tableau. Cette surface constitue pour lui le degré zéro de la peinture. Dans ce tableau, comme le souligne l'historien d'art Yves-Alain Blois, il y a adéquation totale entre image et champ, et donc suppression de l'opposition figure-fond sur laquelle se fonde l'esthétique classique depuis la Grèce antique. Avec ce tableau, c'est l'idée que la peinture, le tableau, n'a pas besoin d'objets, n'a pas besoin de figurer des objets pour exister, que la peinture peut être représentée en soi, qu'elle se suffit à elle-même. Plus qu'un monde sans objet, comme le prétendait Malevich, il représente plutôt la vacuité du monde. Ce tableau nous fait prendre conscience qu'en temps normal, nous ne nous soucions pas du monde, car les objets se dressent entre nous et le monde, et nous dissimulent sa vacuité. Dans les années 40, le courant artistique du nouveau réalisme, qui s'oppose à la peinture abstraite, puis dans les années 60, le groupe des nouveaux réalistes propose une nouvelle manière d'aborder le réel par la fragmentation des œuvres et le détournement des supports. Ces deux courants artistiques, pour ne prendre que ceci, ont ceci d'intéressant qu'ils nous montrent que pour les artistes, cette quête du réel se fait hors du cadre rationaliste prôné par les scientifiques depuis Descartes, un rationalisme intellectuel hérité d'une longue tradition de dévalorisation des sens, des émotions et des désirs. En effet, la science moderne naît d'une méfiance sans précédent envers l'expérience vécue, ce défi de ses impressions et de ses affects. Bachelard parlera en 1938, dans La formation de l'esprit, du rôle de l'affectif dans la genèse de l'obstacle épistémologique. Il dira, d'une manière bien visible, on peut reconnaître que l'idée scientifique trop familière se charge d'un concret psychologique trop lourd, qu'elle amasse trop d'analogies, d'images, de métaphores, et qu'elle perd peu à peu son vecteur d'abstraction, sa fine pointe abstraite. La psychologie cognitive corrobore ce point de vue, étant donné le fonctionnement de notre cerveau, à propos duquel Daniel Kahneman parle de associative memory. Il explique que nous percevons une chose dans une relation associative et émotionnelle avec d'autres choses déjà en mémoire et que la survenue d'un seul événement active tout un réseau d'associations dont nous n'avons pas conscience. Alors assez étrangement, toutes ces connaissances sur l'humain et sa perception des choses n'entament pas chez l'artiste sa conviction que l'homme en tant que tel a une compétence sur le réel. Ainsi, cette quête du réel en histoire de l'art est un peu un pari contre la science, le pari qu'il n'est pas besoin pour l'homme de se défaire de ses sens, de ses impressions, de ses émotions et de ses désirs, de l'expérience vécue, pour accéder à la vérité des choses. L'homme continue à voir comme. Notre langage regorge d'expressions chimériques qui témoignent de l'excès sensoriel du vivant sur nos catégories de pensée. Je voudrais vous citer ce passage d'un livre de Denetem Tunam Bona, qui est un philosophe maoré. Et dans ce livre qui s'intitule « La sagesse des lianes », il dit « Je peux voir la liane comme un anaconda, comme un ombilic cosmique, comme le flux d'un fleuve, comme la soie de l'araignée, comme la langue tordue du chaman, comme le cercle mouvant de la communauté, comme un fil d'Ariane ou encore comme le cinglant d'un fouet. Il n'est pas question ici de trancher entre les différentes visions,
mais bien au contraire, de jouer sur la polyphonie que condense en son sein cette figure. Tout au long du cheminement en zigzag qu'il propose dans son livre, la liane se déploie comme une imago agens, une forme d'intelligence artificielle permettant de figurer non seulement des contenus, mais aussi des opérations de pensée, de mémorisation, d'imagination. Donc pour l'humain, la liane est bien plus qu'un simple objet du champ de la botanique. Elle existe dans une grande variété de champs de sens. Je vais revenir sur ce concept un peu plus loin. Ainsi, l'homme ne peut pas se défaire de ses désirs, de ses sens, de ses impressions et de ses paroles métaphoriques. D'ailleurs, force est de constater que les révolutions scientifiques opérées dans des domaines d'objets, dont la catégorisation est réalisée à partir d'un substrat de faits, tels que la physique, les mathématiques, la biologie ou la géologie, qui vont à l'encontre de l'expérience vécue, qui en font le point de départ, et à l'encontre de notre perception sensorielle, n'affectent pas beaucoup nos manières de parler. Ainsi, on a beau démontrer que Christophe Colomb n'a pas atteint les Indes, on continue, 5 siècles plus tard, à parler d'Indiens d'Amérique. On dit encore aujourd'hui que le temps passe, alors qu'il a pour fonction principale de créer de la durée, que le soleil se lève alors qu'il est fixe, ou que la lune brille, alors que ce n'est pas un astre. On dit que le charbon ou le pétrole sont des énergies que l'on peut produire, alors qu'il s'agit de ressources que l'on peut seulement exploiter. On dit encore, à propos du vent, de la chaleur, de l'eau, qu'il s'agit d'énergie non renouvelable, alors que par définition, l'énergie ne se renouvelle jamais. La loi de conservation de l'énergie stipule que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne peut qu'être transformée d'une forme à une autre ou transférée d'un endroit à un autre. La science pourrait en avoir conscience et accompagner cette actualisation des représentations en signifiant les choses autrement que telles que la tradition les propose. Car en attendant, même si le fait que l'on dise ce que l'on dit, la lune brille, le soleil se lève, le temps passe, ne veut pas dire que l'on croit à ce que l'on dit ou que l'on n'est pas au courant que ce que l'on dit est faux sur le plan physique, le fait de répéter 100 fois par jour des choses erronées nous entraîne à cohabiter avec l'incohérence et à nous y accoutumer et à la normaliser. Ainsi, à partir de ces observations, on peut faire 2 constats. Le constat que les langues ne traduisent pas le réel ne parle pas, nous dit justement Nancy Houston, c'est nous qui le faisons parler. Et il nous dit aussi que l'actualisation des savoirs et le phénomène de recatégorisation des choses dans la parole ne sont pas le fait de simples connaissances. En fait, et c'est ce que nous allons montrer maintenant, le fait est que la parole s'actualise moins sous l'influence de domaines d'objets catégorisés à partir d'un substrat de faits que des domaines qui ne se défient pas ni de l'expérience, ni des sens, ni des impressions, comme les domaines de la politique, de la justice ou de l'histoire de l'art, ce qui en dit long sur la manière dont nous nous relions au réel. Pour comprendre ce phénomène, il nous faut nous intéresser à la manière dont les choses nous apparaissent et dont nous faisons apparaître les choses. Car il n'y a pas que des objets donnés, il y a aussi des objets que l'on crée. J'entends par objet ce sur quoi nous pensons à l'aide d'idées susceptibles de vérité. Je reprends la définition de Marcos Gabriel, tous les objets ne sont pas des choses spatio-temporelles. Les nombres, eux aussi, ou les productions oniriques, sont des objets au sens formel. Alors, les objets et les faits ne nous apparaissent pas en soi. Ils sont porteurs d'une histoire et nous sont présentés au cours de nos socialisations en contexte, associés à d'autres objets, sémiotisés par l'intermédiaire de rites et de discours oraux et scripturaux. Je vous propose de prendre pour exemple la fourchette. La fourchette n'a pas toujours existé en France, elle a une histoire, elle apparaît à la table des rois de France à la Renaissance, et elle a d'abord été utilisée pour servir dans le plat commun, puis elle servira à porter les aliments à la bouche.
Et vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'elle a été considérée comme maniérée et féminine à une certaine époque. Cette fourchette, que nous connaissons aujourd'hui à 4 dents, et que nous avons découvert enfant, pour la plupart d'entre nous associés de part et d'autre d'une assiette à un couteau, nous a été proposée à un certain âge pour nous émanciper de la cuillère, qui nous avait déjà été présentée pour nous contraindre à ne pas utiliser nos doigts ou à laper notre assiette. Elle nous a donc été présentée dans une historicité d'événements, en relation avec d'autres objets, et tout un ensemble de discours éducatifs et affectifs, portant sur la nourriture, mais aussi sur la propreté, et donc en rapport avec notre civilisation. Mais ce n'est pas tout. D'autres types de discours d'adresse, discours de moquerie, discours de recommandation, ont également accompagné l'apprentissage de son utilisation, de sa tenue entre les doigts, de son placement dans la bouche, de sa position sur la table, à gauche de l'assiette, pointe vers le bas avant le repas, disposée dans l'assiette après le repas, qui font que l'on a créé un certain rapport avec l'objet fourchette. Avec la fourchette, nous avons incorporé une partie du monde social, des façons de penser, des façons de se sentir, des façons de nous relier aux choses, de nous distancier des produits de la terre, de la chair, des façons d'agir propres à notre groupe. Une fourchette n'existe donc pas en soi. Un animal qui passerait à côté de cet objet ne verrait pas une fourchette, et encore moins une fourchette sassanide du 5e siècle là-dedans. Cette fourchette sassanide plate à deux dents n'existe que dans la perception de mon groupe humain, qui sémiotise les objets, qui les infiltre de paroles, de sentiments et d'histoires. Elle existe dans ce que Marcos Gabriel appelle des champs de sens. Elle existe à condition d'appartenir à un champ de sens, c'est-à-dire une structure d'intentionnalité que nous pouvons identifier au moyen de l'expérience, de nos sens, des langues et de notre pensée. Par exemple, notre expérience nous permet d'identifier que la fourchette apparaît la plupart du temps à l'horizon d'autres objets, comme le couteau, l'assiette ou un morceau de viande, et existe dans le champ de sens de l'art de la table, et non dans celui de l'univers ou de la physique. Qu'en est-il des objets de fiction ? Un monstre existe-t-il ? Oui, nous dit Marcos Gabriel, mais ni dans l'art de la table, ni dans l'univers. Il n'existe pas dans l'espace physique, il n'est pas fait de matière. Il existe dans un champ de sens qui est celui de la légende, par exemple. Quand je travaillais en Tanzanie, il y avait un monstre qui apparaissait parfois dans les journaux. Il s'agit de ce monstre que vous voyez, qu'on appelle Popo Bawa. Popo, chauve-souris, et Bawa, aile. Sur la côte Swahili, dans l'archipel de Zanzibar, Popo Bawa, c'est le nom d'une créature, généralement décrite comme un être masculin de très grande taille, avec des ailes de chauve-souris et un très long pénis. Car Popo Bawa s'attaque aux hommes, aux femmes et aux enfants et les agresse sexuellement. Il a l'habitude de s'attaquer à tous les membres d'un ménage avant de passer à une autre maison du quartier. Et sa présence est parfois associée à la présence d'une odeur sulfureuse. Pour expliquer l'apparition de cette créature, il a été avancé qu'en raison du passé esclavagiste de Zanzibar, l'histoire de Popo Bawa était une mémoire sociale des horreurs de l'esclavage. C'est-à-dire que des faits d'agression sexuelle commis sur les esclaves avaient été fétichisés sous la forme de cette créature qui continue à hanter les imaginaires et qui continue aujourd'hui dans la presse à servir d'explication à des faits extrêmement graves. J'ai pris l'exemple de Popo Bawa en Tanzanie, mais j'aurais pu prendre un autre exemple, celui de la créature El Pombeiro, qui signifie en portugais celui qui espionne. C'est une créature du Paraguay, une créature de la mythologie guarani, qui a l'apparence d'un vieil homme, laid, grand, maigre et très poilu, bien que certains disent qu'il est petit et gros. Et son nom en guarani est Guarau Yara, ce qui signifie propriétaire du soleil. Il est le protecteur de la nature, chargé de punir ceux qui nuisent aux arbres et aux animaux, mais il est aussi celui qui kidnappe les enfants, en particulier au moment de l'heure de la sieste.
Il aime aussi les femmes, on dit qu'il les kidnappe, les viole et les met enceintes. Et il se manifeste de différentes façons. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu passer. Il aime devenir invisible et faire claquer les portes et les fenêtres, faire tomber des pierres sur les passants ou des ustensiles de cuisine par terre. Il aime déplacer les objets à l'insu des gens pour les embêter. Et cette légende a également été rattachée à des faits historiques de l'époque de la colonisation. En effet, on a pu montrer que cette créature s'était développée dans les imaginaires des Guaranis à partir des attaques des bandeirantes, des miliciens esclavagistes qui ont enlevé les enfants amérindiens et qui ont été responsables de la capture de dizaines de milliers d'indigènes, de la mort de beaucoup d'autres et de la destruction de nombreuses missions jésuites au Paraguay et au Brésil. Tout ça pour vous montrer que dans toutes les sociétés, on a tendance à apporter des explications fétichistes, à créer des fétiches et des êtres légendaires, des dieux, des démons, des sorcières, pour expliquer des faits qui nous échappent ou qui témoignent d'une réalité trop douloureuse. L'objet nous aide à faire allusion à une réalité complexe, parfois taboue, tout en la gardant dissimulée. Il fonctionne à la fois comme objet de médiation, leurre, comme matière de recouvrement d'une réalité traumatique, dans les deux cas que je viens de vous citer, à moins que ce ne soit un objet qui permette de créer un écart, de se dresser entre soi et le réel. Quoi qu'il en soit, on comprend que ces objets, comme leur champ de sens, sont des reconstructions imaginaires, du pur verbiage, réalisé à partir de faits et d'objets réels. Ils sont le fait de ce que Marcos Gabriel appelle des réductions ontologiques, c'est-à-dire que l'objet qu'il représente a été ramené à un certain état. Marcos Gabriel dit « on effectue une réduction ontologique quand on découvre qu'un domaine d'objet apparent n'est qu'un domaine de parole. En un mot, qu'un discours apparemment objectif n'est que du verbiage, déterminé par des aléas historiques, socio-économiques, psychologiques donnés. Donc une chose a été ramenée à un certain état, comme on ramènerait une langue à un système, une population à un stéréotype, un fait à un monstre, une période de l'histoire à un mythe. Je précise que l'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à créer un objet symbolique ou une représentation visuelle pour dissimuler une réalité. Le mot peut être suffisant. On se rend bien compte en surfant sur les réseaux sociaux, où on entend beaucoup parler de New World Order pour expliquer des phénomènes du monde comme l'inflation, les coupes budgétaires, les réductions de salaire, et qui seraient les signes d'un projet totalitaire, d'un méga complot. Le New World Order. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Ainsi, tous les objets d'un domaine d'objets ne sont pas vrais. Ils peuvent être pur verbiage, comme Popo Bawa, El Pombero ou une sorcière, ou le New World Order. C'est-à-dire que ce type d'objet de parole renvoie à une réalité inconnaissable, indéfinissable, immatérielle. Car si je dis qu'une sorcière est une femme au nez crochu qui vole sur un balai, je décris une image. Je ne décris pas ce qu'est intrinsèquement une sorcière. La sorcière n'appartient pas à un domaine d'objets objectifs, c'est-à-dire d'objets catégorisés à partir d'un substrat de fait, comme c'est le cas pour de nombreux objets de la physique dont on peut dire et dont on peut tirer des propriétés. Par exemple, l'objet eau, dont on peut tirer des propriétés à partir de ses différents états, fonte des glaces ou ébullition. Ce type d'objet apparaît dans des champs de sens qui, eux aussi, n'appartiennent pas au réel. Même si je peux dire qu'il y a Popo Bawa en Tanzanie ou El Pombero en Paraguay, ou plus près de nous des sorcières en Norvège, je ne signifie pas que ces créatures existent en Tanzanie, au Paraguay ou en Norvège. Ce que je signifie, c'est que Popo Bawa et El Pombero et les sorcières existent dans des légendes tanzaniennes, paraguayennes ou norvégiennes. C'est le procédé rhétorique de la métonymie qui me permet linguistiquement de faire l'économie d'un champ de sens, c'est-à-dire de substituer un champ de sens à un autre, en remplaçant un terme par un autre qui lui est associé, et donc de substituer le contenant au contenu. Tous ces objets apparaissent dans le champ de sens de la légende, mais ils pourraient aussi bien apparaître
dans d'autres champs de sens, comme celui des rêves ou de mes souvenirs, c'est-à-dire des champs de sens qui ont à voir avec ma psyché et non le réel. Ce procédé fallacieux, que l'on aurait envie de redouter, car susceptible de me faire interpréter qu'il y a des sorcières en Norvège et donc de m'exposer au risque d'un accident de balai, est aussi un procédé très précieux pour la création et pour la recatégorisation des choses. C'est ce que je vais vous expliquer à présent. Une caractéristique du domaine de l'art est de pouvoir détourner les objets des champs de sens dans lesquels ils se manifestent habituellement sans que nous prenions conscience de la manière dont ils se manifestent. L'urinoir peut devenir fontaine, le piano perdre sa fonction de jouer, le pouce de prendre, le masque de signifier un personnage dans une fête rituelle, et un éléphant peut trouver sa place dans un musée et défier les lois de la pesanteur, la trompe plantée dans le mur. On voit ici que sur ces images, les artistes ont décontextualisé des objets de leur champ de sens pour les recontextualiser dans des champs de sens où ils n'apparaissent jamais en réalité. Et c'est de cette manière qu'il nous surprend, qu'il nous émerveille, crée des effets de style en détournant les objets de leur contexte, de leur fonction. Et l'artiste peut faire apparaître n'importe quel objet dans n'importe quel champ de sens et de ce fait intégrer à l'histoire de l'art n'importe quel objet. Ainsi, si le monde est le domaine de tous les mondes, comme le dit Heidegger, l'art est le domaine de tous les objets, par le phénomène d'artialisation. Non content de susciter nos émotions, il nous donne aussi la possibilité, par ce procédé, de nous décentrer. Non pas parce que nous contemplerions la réalité depuis nulle part, nous sommes toujours situés, mais parce qu'il nous permet de contempler un objet décontextualisé de son champ de sens, c'est-à-dire de le voir tel qu'il est et de prendre conscience de la manière dont il nous apparaît habituellement. Il nous permet la réflexivité, qui est un processus fondamental pour la recatégorisation des choses et l'actualisation des représentations. Et je voudrais terminer en donnant un exemple concret de la manière dont se fait cette recatégorisation des choses, en prenant l'exemple d'un champ de sens bien connu du domaine de l'histoire de l'art, l'orientalisme, et un de ses objets de parole, l'odalisque. L'orientalisme, comme l'odalisque, sont des objets de parole. L'orientalisme est une construction langagière occidentale du XIXe siècle qui caractérise un courant qui a été construit non pas pour décrire le réel, mais pour ne pas le rencontrer, pour se protéger de l'inconnu, pour créer du mystère, faire de l'autre un fantasme. Dans ce champ de sens de l'orientalisme, l'odalisque est un peu comme Popo Bawa. Ce n'est pas un objet réel, c'est une réduction ontologique. Car en créant cette image de l'odalisque au XIXe siècle, on a réduit la femme nord-africaine et asiatique à une courtisane. Une image largement diffusée par les cartes postales, diffusées en Europe, de jeunes mauresques ou de jeunes indo-chinoises alanguies, et par les peintures du courant orientaliste. La création de cet objet a permis d'annihiler toute une diversité d'êtres. Je dis annihiler car l'imaginaire ne s'analyse pas seulement à travers des contenus pleins, mais aussi à partir de la façon particulière qu'a une image de faire surgir un monde et d'empêcher un autre d'advenir. Par ailleurs, dans notre monde des images, les images sous toutes ses formes, ce monde où trop souvent nous croyons connaître ceux dont nous reconnaissons seulement l'image, il y a le risque grand d'une dissolution de la personne dans l'image de l'autre. Car les images agissent facilement sur le mode de la substitution. Si le sujet de l'oriental est moderne, cette image de la femme alanguie offerte n'est pas une nouveauté. Elle est juste réactualisée, projetée dans un nouveau décor, un nouveau champ de sens.
Le modèle iconique sous-jacent est celle de la Vénus allongée, sous les traits d'une femme idéalisée telle que peinte par le Titien, tout en bas de l'écran. Un modèle qui a été décliné à toutes les époques et dans une médialité très diverse. Elle a généré directement ou indirectement des textes, des discours et des objets contemporains, ce qui constitue les preuves de son actualité et de sa patrimonialité. Je reprends ici les termes de Brigitte Louichon. Le propre de la peinture patrimoniale, selon Brigitte Louichon, c'est donc d'être réapproprié. C'est ce qu'a fait l'artiste Lala Essaidi dans ce tableau qui fait écho à la grande odalisque de Jean-Auguste Ingres, en la remplaçant par une photo d'une femme marocaine, reprenant la même pose, mais vêtue, cette fois, et qu'elle a recouverte d'une calligraphie, qui est une méditation personnelle sur le rapport que l'artiste entretient avec le modèle qu'elle regarde et photographie, un dialogue dans lequel elle confronte deux cultures et les stéréotypes qui en découlent. Ici, de face cette fois, Yasumasa Morimura interroge la tradition et la culture française occidentale dans une réinterprétation photographique de l'Olympia d'Édouard Manet. En se représentant lui-même, un homme asiatique, en Olympia et en servante noire, l'artiste traite de l'objectivation du corps féminin occidental à travers l'histoire de la peinture, ainsi que de l'exclusion des cultures non occidentales de la hiérarchie des canons de l'art. Ainsi, en s'emparant des peintures patrimoniales et en les revisitant, c'est-à-dire en faisant surgir d'autres mémoires, les artistes interrogent des catégories et permettent par leur appropriation de repenser, voire de détruire ces catégories, et du même coup, détruire des champs de sens et des objets qui n'ont pas de réalité en soi. Leur action permet aux spectateurs de prendre conscience que nous n'avons pas tous les mêmes catégories mémorielles. Certaines sont fondées sur des expériences vécues, d'autres sur des construits sociaux, des objets de pur verbiage. Et cette confrontation permet de se rendre compte que l'on construit ces représentations non seulement à partir de son expérience propre, mais aussi à partir d'une mémoire collective. Donc en conclusion, même si on a un accès direct au réel, l'essentiel de notre manière d'appréhender le réel s'opère, comme le disait Paul Ricoeur, par la médiation des signes, des symboles et des textes, dans laquelle il faut considérer le caractère médiateur des sens, des impressions et des désirs. C'est ce qui fait du domaine de l'histoire de l'art un domaine de parole, plus qu'un domaine d'objet, et un domaine privilégié pour la transformation de nos représentations et l'actualisation de notre perception catégorielle. Merci de votre attention.
Bonjour à tous. Donc, bonjour à toutes et à tous et un grand merci à Corinne et Nadia pour leur invitation. L'histoire de l'art de l'époque contemporaine est riche d'œuvres réalisées à partir d'images photographiques préexistantes, de petite taille et le plus souvent sur papier. Celles-ci peuvent servir aux artistes de sources iconographiques, dont les données visuelles sont ensuite retraduites avec plus ou moins de différence par les seuls moyens de la peinture. Voilà un autre exemple avec Picabia qui s'inspire d'un photomontage découvert dans la presse réalisé par Erwin Blumenfeld. L'image photographique peut également, de manière plus originale, devenir un matériau visuel dans des compositions imaginées par des artistes, comme dans les collages dadaïstes, les photomontages constructivistes ou encore surréalistes. Dans le premier cas de figure, la source photographique disparaît dans le tableau. Elle appartient, dans le secret de l'atelier, au processus créatif de l'artiste, qui n'est mis au jour a posteriori que par le travail de recherche d'historiens, d'historiennes de l'art et ou de commissaires d'exposition. Voilà quelques ouvrages en la matière. Dans le second cas, en revanche, l'image préexistante est donnée à voir. Elle témoigne ainsi plus directement de l'intérêt que les artistes portent à la photographie. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, cette dynamique ne s'éteint pas, au contraire. Par exemple, la récente exposition de Jamel Tata au musée Fabre a démontré, grâce au film de Saoussen Tata présenté à l'entrée, que le peintre conçoit souvent ses tableaux à partir de photographies préexistantes. En outre, il suffit de penser aux œuvres du pop art, de l'hyperréalisme ou de l'appropriationnisme pour mesurer la persistance d'une pratique qui relève de l'intericonicité, à savoir la réalisation d'œuvres qui instaurent un dialogue visuel manifeste avec une autre image connue d'un large public, car empruntée à la publicité par exemple, ou dont la source initiale demeure perceptible dans le tableau final. Dans ce vaste panorama, qu'en est-il des pratiques non figuratives ? La question peut sembler étrange, puisque les artistes abstraits ne s'attachent pas à représenter des formes... plus simple comme ça. Puisque les artistes abstraits ne s'attachent pas à représenter les formes du monde réel, clairement identifiables, pourquoi travailleraient-ils ou elles à partir d'images photographiques préexistantes ? Il est communément admis que ces artistes créent des formes à partir de leur monde intérieur, poursuivant une logique instinctive, gestuelle et lyrique ou expressionniste, ou bien plutôt rationnelle, géométrique. Afin de démontrer que cette logique n'est pas immuable, je m'intéresserai aujourd'hui donc à deux artistes qui ponctuellement ont utilisé des reproductions photographiques d'œuvres antérieures pour réaliser des tableaux abstraits, Gerhard Richter donc et Sherry Levine. Tous deux viennent de territoires artistiques a priori bien distincts. Gerhard Richter est un peintre allemand né en 1932 à Dresde, qui a la singularité de réaliser, depuis le début de sa carrière, dans les années 60, des tableaux tantôt figuratifs, tantôt abstraits, dans des registres souvent très différents. Plus jeune, Sherry Levine est une artiste américaine née en 1947 en Pennsylvanie. Liée à l'appropriationnisme de la Pictures Generation, elle est souvent qualifiée également d'artiste conceptuelle, ce qui permet sans doute de comprendre que sa pratique se développe sur des supports variés, de la photographie à la sculpture, en passant également par la peinture. Ces deux artistes de nationalités et de générations différentes ont donc des modes d'expression différents. Néanmoins, tous deux bénéficient d'une renommée internationale, mais partagent surtout un intérêt marqué pour la photographie, qui innerve la majeure partie de leur production artistique. En effet, Gerhard Richter réalise ses tableaux figuratifs à partir d'images photographiques aux origines variées. Il les puise dans des magazines ou encore dans des albums de famille, parfois les siens. Si cette source n'est pas toujours évidente au premier coup d'œil, il n'a jamais cherché à la taire, au contraire, puisqu'il a publié sous forme d'atlas ces multiples images photographiques collectées au fil du temps. Et celles-ci ont également fait l'objet d'expositions. Quant à Sherry Levine, une partie de son œuvre relève de ce qu'on a pu appeler la rephotographie, comme dans sa série des After, notamment la série After Walker Evans, qui est sans doute celle qui a fait sa renommée au début des années 1980. Elle donne à voir, entre autres,
des photographies de reproduction de photographies de plusieurs hommes photographes dont les noms sont célébrés par l'histoire de la photographie, comme Walker Evans, Edward Weston, Karl Blossfeldt, August Sander, Elliot Porter, etc. Voilà qui nous éloigne quelque peu de la peinture abstraite. À ce propos, c'est intéressant de constater que Gerhard Richter distingue bien sur son site internet, qui offre un précieux catalogue raisonné en ligne accessible à toutes et tous, il distingue bien ces photopeintures, c'est-à-dire ces tableaux essentiellement figuratifs réalisés à partir de photographies, de ces tableaux abstraits. Le terme photo se trouve ainsi irrémédiablement associé à sa pratique figurative, ce qui laisse entendre que sa pratique abstraite est soumise à un processus créatif différent. Or, ça n'est pas toujours le cas. Il y a en effet une plus grande porosité entre ces œuvres abstraites et figuratives qu'il n'y paraît au premier coup d'œil. Il en est de même pour Sherry Levine. Les différences formelles et matérielles masquent une véritable cohérence de sa pratique et démarche artistique. Commençons donc par Gerhard Richter. Après avoir réalisé dès les années 60 des tableaux abstraits marqués par le vocabulaire et la gestuelle de l'abstraction lyrique, dans des tonalités souvent sombres, grises, sa pratique évolue quelque peu à partir du milieu des années 70. Non seulement des couleurs multiples et vives s'invitent dans ses œuvres non figuratives, mais certaines d'entre elles, ce qui n'est pas systématique, sont réalisées à partir d'agrandissements photographiques, de détails d'œuvres antérieures, les siennes, ou d'esquisses de travail. Lors de la rétrospective de l'artiste en 2012, présentée notamment au Centre Pompidou à Paris, cette démarche a été mise en avant dans l'exposition, ainsi que dans le catalogue, dans lequel Camille Morino, la commissaire, une des commissaires, consacra un article à ce procédé du blow-up, qu'elle définit ainsi. Le blow-up est le nom que l'on donnera ici à la pratique qui consiste à agrandir un motif dans une peinture de telle manière que l'amplification ne se traduise pas simplement par un accroissement de ses dimensions, mais transforme en quelque sorte son identité, son échelle et son impact. Elle indique que le point de départ de ce jeu d'échelle serait notamment un triptyque monumental réalisé par Richter pour le siège de la firme automobile BMW à Munich en 1973. Un triptyque que Richter aurait réalisé à partir de photographies d'empattement à l'huile rouge, jaune et bleu que documente effectivement l'atlas de l'artiste. En 1980, une autre commande d'œuvre de très grande dimension aurait conduit Gerhard Richter à se reposer à nouveau sur la reproduction photographique d'un geste pictural de petite taille, ici donc un trait jaune, peint initialement sur un carton d'1 mètre de large, recouvert préalablement de bleu et de rouge, puis après ce trait jaune, avant d'être photographié, puis agrandi, puis reproduit sur plus de 20 mètres pour occuper, sur plusieurs panneaux, le mur d'un collège professionnel en Allemagne. Dans ces deux cas, le point de départ est une étude de petite taille destinée à former une image photographique conçue elle-même pour être agrandie grâce à l'épiscope, qui est une sorte de rétroprojecteur. Par conséquent, il n'y a pas encore ici la logique de recyclage d'œuvres antérieures, si ce n'est que le même trait qui servit d'étude à cette œuvre monumentale donna lieu également à 2 tableaux réalisés à partir de différents détails de la même étude, photographiés également. Le recours à la photographie pour réaliser des œuvres formellement abstraites ne s'applique donc pas uniquement à des projets monumentaux qui ont pu de fait inciter Gerhard Richter à trouver des solutions pratiques pour répondre à des formats dépassant la taille humaine. Plusieurs grands tableaux abstraits de taille plus raisonnable, qui demeurent toutefois des grands formats, de plus de 2 mètres sur 2, ont été réalisés selon le même procédé dès le début des années 70. Ils appartiennent à une série nommée en toute logique Détails. Quelques années plus tard, à partir de 1977, apparaissent une autre série intitulée Tableaux abstraits, que l'on peut également traduire depuis l'allemand par peinture abstraite. Des tableaux qui auraient été réalisés par la projection agrandie
de photographies de détails de palettes couvertes de couleurs différentes, selon Camille Morino. Ce dont témoigne, là encore, l'atlas de l'artiste. Voilà un autre exemple, des tableaux, et voilà les photographies de ces études, de ces fragments de palettes qu'on retrouve dans l'atlas. La conservatrice du Centre Pompidou souligne l'émergence par la suite d'une nouvelle catégorie de tableaux abstraits liés au principe d'agrandissement d'une reproduction photographique. Elle note d'autres esquisses sont projetées sur des toiles de plus grand format, donnant à Richter la possibilité de transformer des œuvres inachevées et de petite dimension en des toiles abouties au format imposant. Par exemple, peinture abstraite, donc catalogue raisonné numéro 433-2, que vous voyez ici, devient peinture abstraite numéro 434. Opération différente de celle qui consiste à agrandir un unique tourbillon de peinture sous forme d'esquisse, d'étude, comme dans les détails, ou un ensemble de coups de pinceau dans les peintures abstraites des années 77. Donc avec ce nouvel exemple, on est face à un intéressant réemploi par Richter d'un détail photographié d'un de ses propres tableaux abstraits. Et non plus d'une étude conçue dès le départ pour être photographiée puis agrandie. On comprend qu'au moment de la projection de la reproduction, en voyant ces deux images, non seulement qu'un léger flou advient, mais qu'il y a également une modification des couleurs initiales qui deviennent plus vives, plus saturées dans le tableau plus grand numéro 434. Il découle en effet de l'agrandissement photographique une facture floue. Alors certes, le flou est déjà présent dès les années 60 dans les tableaux figuratifs de Richter, mais il semble ici d'un autre ordre. Car s'il y a bien à chaque fois dans le processus créatif un changement d'échelle lié à la source photographique initiale de petite taille, le flou est souvent accentué dans les tableaux figuratifs de Richter par un geste pictural, dans la mesure où la surface est soumise à un brossage avant que l'huile ne sèche, ce qui fait naître un flou qui n'était présent ni dans l'image photographique, ni dans l'image projetée. Ce flou proprement pictural disparaît dans les peintures abstraites de Richter. Seul demeure un flou né de l'agrandissement d'une petite image par l'épiscope qui atteint alors les limites de sa capacité à rendre une image nette et précise ou dont la mise au point est volontairement altérée. De cette comparaison émerge un intéressant paradoxe. Les œuvres de Richter qui semblent formellement s'inscrire dans l'héritage de l'expressionnisme abstrait ou de l'abstraction lyrique en raison de leur vocabulaire d'apparence spontanée, relèvent en réalité d'une représentation minutieuse, figurative et même hyper-réaliste d'une image de peinture abstraite. Alors que ces œuvres figuratives se détachent précisément de l'hyper-réalisme par ce geste de brossage éminemment pictural. Revenons à la manière dont Richter fait ponctuellement d'un tableau un second tableau par le truchement d'un détail photographié agrandi. Tableau abstrait 432-6 aurait donné naissance à tableau abstrait numéro 444. J'utilise volontairement le conditionnel car c'est Guy Tossato qui l'affirme Guy Tossato l'affirme dans le catalogue de l'exposition Richter en France. Rien n'est absolument évident en regardant la première et la seconde œuvre. À ce propos, il est intéressant de constater que si le site internet de Gerhard Richter livre quantité de détails sur chaque œuvre, provenance, historique des expositions, bibliographie et même résultats des ventes aux enchères, il n'est jamais indiqué le lien iconographique qui peut exister entre deux œuvres exposées et vendues comme telles, comme c'est le cas ici. Seuls les tableaux réalisés à partir de photographies d'ébauche ou d'études abstraites livrent quelques informations sur le processus de création, car les sources photographiques en question ont été publiées dans l'atlas de Richter. Autrement dit, si les tableaux ont une source visuelle purement documentaire, il est facile de le savoir. Dans le cas contraire, les informations sont moins faciles à trouver.
Parmi ces jeux d'aller-retour complexes entre le tableau et l'image, il existe enfin un troisième cas de figure chez Gerhard Richter, que je ne mentionne que brièvement, les livres d'artistes qu'il a réalisés à partir de multiples photographies de détails d'un unique tableau. Il y en a plusieurs, fondés sur le même principe, j'en mentionne ici seulement deux, l'un réalisé en 1978, l'autre en 2004. Comme ils sont suffisamment éloignés l'un de l'autre dans le temps, ils suggèrent la permanence dans l'œuvre de l'artiste de cet intérêt pour le devenir œuvre des reproductions photographiques de ces tableaux. Le premier, 128 détails d'une image, Halifax 1978, propose 128 vues photographiées en noir et blanc de multiples détails d'un même tableau, Halifax, réalisé la même année. Le second, Warkett, associe 216 détails d'un de ces tableaux abstraits de 1987 à 165 extraits d'articles de journaux sur la guerre en Irak, publiés dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung des 20 et 21 mars 2002. Dans le premier cas, Halifax, Richter a produit par ailleurs plusieurs œuvres à partir des clichés photographiques de son œuvre, de son tableau, parmi lesquels donc 128 dessins au crayon réalisés en 1978 et 20 ans plus tard, un portfolio de 8 tirages offset rassemblant les 128 images initiales. En outre, cette même année 1998, il recouvre d'un bandeau de peinture grise certaines de ses photographies de détails de tableaux prises 20 ans plus tôt, qu'il vend comme des photographies peintes, c'est-à-dire une catégorie parallèle à ces tableaux. Donc vous l'aurez compris, une partie de l'œuvre de Gerhard Richter se nourrit d'elle-même, d'où cette formule de peinture autophage qui m'amusait pour cette conférence. 11 ans en Sheri Levine, comme Gerhard Richter, elle a réalisé des tableaux abstraits qui ne reposaient pas sur des images préexistantes, et ce, au milieu des années 1980. Toutefois, elle qualifia ses œuvres de peinture générique afin de mettre en avant le fait qu'elle les avait conçues en quelque sorte comme des sommes, ou plutôt comme des résumés formels de types de tableaux abstraits ayant traversé l'histoire de la modernité depuis le début du XXe siècle, des larges rayures, des chevrons, des échiquiers, ainsi que ces knot paintings qui relèvent d'un jeu de mots entre peinture de nœud, elle peint le nœud du bois, et non-peinture. Donc quelques années après ce pas en direction de la peinture abstraite, qui semblait l'éloigner radicalement de ses refotographies du début des années 80, Sheri Levine réalise un portfolio contenant 4 gravures sur bois qu'elle intitule Meltdown, que l'on peut traduire tout à la fois par fusion ou effondrement. Les 4 estampes, composées d'une grille de 12 carrés de couleurs différentes, ont chacune un titre propre: After Duchamp, After Mondrian, After Kirchner et After Monet. Ce qui n'est pas sans rappeler ces photographies de reproduction de photographies de Walker Evans ou de Karl Blossel que je vous ai présenté précédemment. Tous ces titres fonctionnent en effet sur le même principe. Les After indiquent tout à la fois que l'œuvre de Sheri Levine arrive après celle d'un artiste célèbre, souvent de la première moitié du XXe siècle ou de la fin du XIXe, et qu'elle est réalisée également d'après une œuvre de l'artiste en question. Par conséquent, même s'il est impossible d'identifier avec certitude une quelconque œuvre de ces artistes qui aurait servi de modèle à Levine, le spectateur est invité à supposer son existence et à tenter d'en apprendre plus sur le processus de création de l'artiste, qui a priori donc soumet des œuvres canoniques de la modernité à un même traitement de réduction géométrique. Pour obtenir un tel résultat, l'artiste a photographié ou repris une photographie d'un tableau de Duchamp, de Mondrian, de Kirchner et de Monet. Elle a scanné ces photographies afin d'en obtenir un fichier numérique qu'elle a ensuite ouvert dans un logiciel de traitement d'image pour réduire chaque image à 4 pixels de hauteur et 3 pixels de largeur. Et c'est relativement simple. J'ai moi-même appliqué ce procédé pour être sûr de pouvoir vous dire que c'est relativement simple.
je l'ai appliqué à ce tableau célèbre de Kandinsky pour compléter sa liste des grands hommes artistes de la première moitié du XXe siècle. Et voilà le résultat, avec 12 pixels de largeur. C'est magnifique. De telles œuvres s'inscrivent donc parfaitement à la suite des précédentes de Levine. Il s'agit toujours de questionner l'héritage de la modernité artistique et de le soumettre à un processus radical de réduction formelle, ce qui fait écho dans une certaine mesure à la logique poursuivie par ces artistes ayant incarné la modernité, sans pour autant que Levine suive la même voie. Il s'agit chez elle non plus de clamer et faire table rase du passé, mais plutôt de comprimer ce passé à quelques pixels colorés. Quelques pixels l'ont sans doute paru trop importants pour Sherry Levine, puisque dès 1990, elle reprend des œuvres de ces 4 artistes à partir desquels elle réalise, et d'autres, des monochromes intitulés After Monet ou After Mondrian, des peintures à l'huile sur acajou. Celles-ci sont cette fois-ci composées d'un ton moyen de l'œuvre source, plutôt de l'image de l'œuvre source. Toutefois, cette moyenne chromatique, si elle est obtenue à partir d'œuvres très colorées, aboutit le plus souvent à des monochromes au ton relativement terne, des marrons, beiges ou encore violets. Aussi, l'année suivante, je ne sais pas si c'était sa logique, mais en tout cas, à partir de 1991, elle se tourne plus volontiers vers des artistes qui, au milieu du XXe siècle, ont eux-mêmes exploré le monochrome, tels qu'Yves Klein, et des années plus tard, également Ad Reinhardt. Elle se tourne également vers des artistes qui ont produit des tableaux dans lesquels domine absolument une couleur, comme les tournesols de Vincent van Gogh. Ce qui n'a pas empêché Levine, en 2016, de renouer avec ses teintes plus terreuses pour présenter ses After Renoir Nudes à côté de réfrigérateurs de la marque Smeg lors de sa première exposition dans la galerie new-yorkaise de David Zwirner. Après ce bref panorama de la manière dont Levine, à son tour, a utilisé des reproductions photographiques d'œuvres d'art pour concevoir, cette fois-ci numériquement, des tableaux, il convient de souligner brièvement les enjeux de ces œuvres, plus ambigus qu'il n'y paraît. Le discours traditionnel autour de l'œuvre de Sherry Levine met en avant sa volonté de remettre en cause les notions d'auteur, de paternité, d'authenticité dans une logique appropriationniste, en soulignant à l'occasion la portée féministe de sa démarche artistique qui n'entre en dialogue volontairement qu'avec des œuvres d'hommes artistes célébrées par l'historiographie de la modernité. C'est incontestable, mais il y a sans doute quelques nuances importantes à apporter à cette image qu'on peut se faire du travail de Sherry Levine, auquel invite précisément ces tableaux abstraits. En effet, comme le note l'historien de l'art Thomas Crow dans le catalogue de la rétrospective May Hay que le Whitney a consacré à l'artiste en 2011-2012, la matérialité des œuvres mérite d'être interrogée. Car comme chez Richter, le passage de l'image lisse photographique à la peinture à l'huile n'est pas anodin. Pour mesurer, il faut certainement revenir à la courte période qui sépare les rephotographies du début des années 80 des tableaux génériques du milieu des années 80. En 83-84, Sherry Levine reproduit, toujours à partir d'une reproduction photographique d'œuvres, cette fois-ci sous forme de carte postale, des tableaux d'artistes célèbres, toujours du début du XXe siècle, dans ce cas pleinement reconnaissables. Dans ce processus qui pourrait se réduire à celui d'une simple copie, Sherry Levine ajoute une contrainte, celle d'un changement de matériau. L'aquarelle et le graphite sur papier, mais bientôt l'huile sur acajou s'impose dans sa pratique, ce qui est très singulier, pour reproduire notamment ce carré blanc sur fond blanc de Kazimir Malevich. Et on voit ici très bien le support acajou, qui n'est pas présent évidemment dans l'œuvre initiale de Malevich. Levine transforme ainsi l'image d'une œuvre en une nouvelle œuvre qui s'impose comme telle au regard du spectateur, non pas en raison de l'originalité de ses motifs.
il n'y a pas d'originalité, puisque c'est d'après Malevich, mais en raison notamment du soin et des qualités plastiques propres à son mode de production, aux matériaux qu'elle choisit, et bien sûr, évidemment, en raison de l'originalité de sa démarche conceptuelle. Pour revenir sur cette question des matériaux, l'acajou est un bois noble, rarement utilisé comme support de tableau. En outre, dans certains autres de ces tableaux, comme ceux qu'elle réalise, donc ces tableaux génériques de 85, on retrouve ce support acajou. Et pour les réaliser, elle utilise également la cire qui donne une facture lisse et brillante au tableau, ce qui est assez, là encore, singulier. Dans les rephotographies d'After Walker Evans, le processus semble presque opposé, car Levine photographie des reproductions et non des originaux photographiques. Par conséquent, étant donné le truchement de la reproduction, le résultat photographique de Sherry Levine présente nécessairement une moindre qualité par rapport aux tirages initiaux de Walker Evans. Néanmoins, comme le soulignait la critique d'art Isabelle Grau, ces œuvres ont toujours été encadrées par, je la cite, de délicats passe-partout. Ainsi, elle semble engager une certaine forme de réesthétisation, non pas de l'œuvre initiale, qui n'en a pas besoin, mais de l'image source, à savoir la reproduction. Celle qui évolue de magazine en site internet auprès d'un large public et qui est le matériau essentiel à partir duquel travaille Sherry Levine. Et cette donnée éloigne sensiblement cette dernière d'un art conceptuel qui serait essentiellement émotionnellement sec, qui serait totalement dénué de sensualité, pour ne parler qu'à l'intellect du spectateur. En outre, dans le panthéon d'artistes que convoque Sherry Levine, il y a quelques noms récurrents de photographes et de peintres, tels que Monet, Renoir, Seurat, Matisse, ou encore Ad Reinhardt, Yves Klein, sans oublier Stieglitz, Evans, Duchamp, Mondrian, Kirchner ou encore Schiele. Mais il y a quelques absents intéressants. Picasso, Kandinsky. Ce qui laisse imaginer qu'une dimension affective guide peut-être les choix de Levine, autrement dit qu'il ne s'agirait pas seulement pour elle de s'attaquer aux artistes les plus célèbres de la modernité artistique, mais de sélectionner aussi sous forme de sélectionner les artistes qu'elle affectionne particulièrement et de leur rendre aussi hommage d'une certaine manière. On met un peu de recul pour essayer d'envisager ensemble, dans une dynamique comparative, ces deux artistes. A priori, très différents, je l'ai déjà dit. Parmi les enjeux multiples de telles pratiques, celui qui m'intéresse sans doute le plus est lié au fait que tous deux invitent, à plus d'un titre, à redéfinir les frontières entre l'abstraction et la figuration. Donc, je pense qu'on va reparler de ces questions de catégorisation, qui deviennent ces catégories finalement très poreuses grâce ou à cause de ces artistes. Les œuvres invitent à nous poser la question suivante. Doit-on se fier à son expérience de spectateur face aux œuvres pour déterminer ce qui relève ou non de la peinture abstraite ? Si on procède ainsi, si on se fie à son expérience de regardeur, la distinction entre les deux paraît relativement simple. Si au premier regard, face à ces œuvres, nous ne sommes pas en mesure de reconnaître immédiatement et de manière consensuelle un objet et ou une figure, alors l'œuvre est abstraite. C'est la définition que je donne à mes étudiants. Mais dans ce cas-là, que faire justement de ces tableaux réalisés par des artistes qui, comme Gerhard Richter, représentent de manière mimétique une image abstraite ? Faut-il les considérer comme des tableaux figuratifs ? C'est contre-intuitif. Faut-il faire fi de cette information que l'on peut considérer comme propre à la cuisine interne de l'artiste, quand bien même celui-ci nous en livre une clé de compréhension grâce à son atlas ? À cet égard, il est intéressant de constater que cette difficulté n'est pas vraiment résolue sur le site internet de l'artiste qui s'est appliqué, comme je le disais précédemment, à distinguer les photopeintures des tableaux abstraits. En effet, il apparaît sur ce site que la série des détails que je vous ai déjà présentée est classée dans la catégorie des photopeintures, ce qui semble logique puisque ces œuvres sont bien réalisées à partir de photographies, mais elles mériteraient aussi de figurer dans la catégorie distincte des tableaux abstraits. Formellement, ce sont des œuvres abstraites. Mais
alors, est-ce que ça signifie justement ce choix que Richter aurait lui-même tranché? En réalité, non, puisque les tableaux abstraits ultérieurs se réalisaient à partir de 1977, selon le même principe, sont présentés, eux, dans la catégorie des tableaux abstraits. Confusion. Et cette question de la distinction entre abstraction et figuration se pose également dans l'œuvre de Sherry Levine, car celle-ci réalise ces tableaux abstraits aussi à partir de tableaux abstraits, aussi bien à partir de tableaux abstraits qu'à partir de tableaux figuratifs et même de photographies. Et dans ce cas, l'expérience du spectateur ne semble plus pouvoir être un argument suffisant, car le titre lui-même de ces œuvres, et non pas l'atlas comme chez Richter, qui demande quand même un petit effort de recherche, là, le titre même des œuvres indique au spectateur l'existence d'un référent, ce qui n'existe pas chez Richter. Autrement dit, si la contemplation esthétique de ces monochromes est possible, d'autant qu'elles ne sont pas ces œuvres dénuées de qualité plastique, comme j'ai pu le souligner, cette contemplation esthétique ne peut pas être totale et semblable à celle à laquelle invite la majorité des peintres abstraits, puisque ces œuvres ne sont pas construites à partir du seul monde intérieur de l'artiste, de sa logique, de son inspiration, de sa gestuelle, de ses rêves, de sa spiritualité, etc. Elles ont une nature, ces œuvres, indicielles. Elles renvoient à des artistes, à des noms d'artistes et à des œuvres que l'on a probablement déjà vues ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle renvoie à quelque chose qui n'est ni un chat, une montagne ou un groupe d'êtres humains, mais à une abstraction composée à partir d'une œuvre antérieure, ce qui pose la question, encore une fois, de tout ce qu'on appelle abstraction et figuration. Pour finir, je voudrais m'arrêter sur deux motifs communs aux deux artistes, les nuages et les nuanciers de couleurs, qui les ont probablement intéressés précisément en raison de leur caractère tout à la fois abstrait et figuratif, et ou figuratif. Pour cette exposition à la galerie Paula Cooper à New York, Sherry Levine a réalisé, selon la méthode déjà précisée, donc des monochromes à partir d'œuvres du photographe américain Alfred Stieglitz. Mais pas n'importe quelle photographie de Stieglitz. Elle a jeté son dévolu sur sa série intitulée Équivalent, composée, pourrait-on dire, de portraits presque abstraits de nuages. Et cette série l'intéresse beaucoup puisqu'elle y avait déjà consacré une précédente série en 2006. Il s'agissait alors de tirages des photographies de Stieglitz pixelisées par ses soins, selon la même méthode que celle que je vous ai indiquée précédemment. Et cette année, elle y est à nouveau revenue pour son exposition en cours à la galerie Zwirner à Paris, proposant cette fois-ci des reprographies des clichés de Stieglitz. Coïncidence intéressante, au moment où Richter est plongé dans ses tableaux abstraits d'après-photographie dans les années 70, il réalise en parallèle une série de nuages. De la même décennie, il poursuit une autre série de tableaux, et il mène souvent en parallèle plusieurs séries, une autre série qu'il avait commencée dès 1966, celle des chartes de couleurs. Des grandes grilles ou des petites grilles composées de carrés de différentes couleurs. Le point de départ est une nouvelle fois lié à une image préexistante, celle des nuanciers proposés par les marchands de couleurs. Mais bientôt, Richter se lance dans une exploration plus systématique de la couleur. Il explique en effet les premiers nuanciers étaient non systématiques. Ils se basaient directement sur des échantillons de couleurs du commerce. Image préexistante là encore. Dans les tableaux qui suivirent, les couleurs furent choisies arbitrairement et tirées au hasard. Ensuite, 180 tons furent combinés selon une méthode ordonnée et tirés au sort pour créer 4 variations de 180 tons. Mais après cela, le nombre 180 m'a paru comme trop arbitraire, donc je mis au point un système basé sur un nombre de tons et de proportions définis rigoureusement. Pour sa part, Sherry Levine ne s'est jamais intéressée à cet objet, qu'est le nuancier qui, dans le commerce, donc, propose une gamme de couleurs préfabriquées. Mais ses œuvres, fondées, alors oui, voilà les autres nuanciers de Richter,
Mais les œuvres de Sherry Levine, fondées sur une réduction pixelisée des œuvres d'autres artistes, devient elle aussi une exploration de la couleur, elle aussi basée sur un système, ici plutôt informatique, qui lui permet donc d'explorer la couleur, ce qui présente donc un certain nombre de parentés formelles avec la série de Gerhard Richter. Que faut-il en conclure ? Probablement que l'intérêt de ces deux artistes pour une peinture d'après une image les conduit inévitablement à se poser les mêmes questions essentielles. La peinture abstraite est-elle si différente de la peinture figurative ? Comment appréhender la couleur ? On aura l'occasion d'en discuter sans doute plus tard. Vous avez peut-être d'autres réponses à ces questions que je me pose également. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Donc c'est à mon tour maintenant d'intervenir. Ça fonctionne, oui. Ah oui. D'accord. Voilà. Et normalement, si après je fais comme ça, oui, c'est bon, ça marche. Donc, alors moi, je vais vous proposer une lecture qui a été faite notamment par deux artistes qui sont présents dans le fond du musée Fabre, Jan Peiming et Yarakawa. D'un des chefs-d'œuvre des collections du musée Fabre que vous connaissez, La rencontre de Gustave Courbet. C'est un travail que je vous propose de manière synthétique, qui a été élaboré à l'occasion d'une exposition qui a été dédiée à la rencontre de Gustave Courbet en 2019, à l'occasion du bicentenaire de l'artiste. Il y a eu plusieurs manifestations dans l'ensemble de la France et dans plusieurs musées français. Et le musée Fabre s'est consacré à justement interroger un tableau et à interroger finalement qu'est-ce qui fait qu'on considère aujourd'hui que ce tableau est un chef-d'œuvre, qu'est-ce qui fait plus généralement qu'on considère qu'une peinture ou qu'une sculpture, qu'une œuvre d'art, qu'une image, on va le voir aussi, peut être considérée comme un chef-d'œuvre. Donc, je vous montre en préambule quelques images de cette exposition qui avait été dédiée à ce tableau. Il y a un catalogue, pour ceux qui veulent approfondir la question, qui avait été aussi publié à l'occasion. Donc vous voyez là le tableau de Gustave Courbet, entouré de deux portraits, un autoportrait par Gustave Courbet, un portrait de son mécène Bruyas, qu'on retrouve bien sûr dans le tableau. Et aussi toute une salle, parce que je ne vais pas revenir sur tous ces tableaux, mais pour vous dire que c'est un tableau qui a justement produit de nombreuses œuvres depuis sa création, finalement, depuis 1854, la date du tableau jusqu'à aujourd'hui, et donc jusqu'aux œuvres que je vais commenter plus longuement, qui ont toutes les deux été réalisées en 2019. Donc là, vous voyez par exemple à l'écran, il y a une œuvre qui aussi fait partie des collections du musée Fabre, qui est l'œuvre de Robert De Niro, que vous voyez là, le père du fameux acteur, où on voit aussi Three Figures After Courbet. Donc on voit là les trois personnages anonymisés par le peintre. Au centre, une œuvre d'Alain Jacquet, où les trois figures sont finalement transformées. C'est une sorte un travail autour de l'image, d'images des planètes qui sont retravaillées de manière numérique et allongées comme de longues saucisses qui se déploient dans l'espace. Et puis, un autre artiste qui fait partie des collections du FRAC Occitanie Montpellier, une œuvre d'un artiste belge, Philippe Francis, qui a notamment travaillé sur la question de la vision périphérique. Donc, il a reproduit le tableau de Gustave Courbet en se focalisant sur le personnage central du tableau, qui est le chien d'Alfred Bruyas, et en centrant son regard sur un point précis du tableau, a essayé de voir ce qu'il arrivait à reproduire du tableau de Gustave Courbet. Ce qui donne, en fait, là vous voyez pas très bien, mais finalement des sortes d'entrelacs de lignes qui se mêlent à la place des visages des trois protagonistes du tableau. Donc revenons-en à la rencontre de Gustave Courbet, et peut-être en préambule quelques mots à dire sur la question de la notion de chef-d'œuvre, et d'abord de la notion peut-être d'image. Donc ça
ça reviendra peut-être plus longuement dans nos échanges. Je ne vais pas faire voilà, une conférence sur qu'est-ce qu'une image, la distinction entre une image et une peinture. La peinture est peut-être une forme d'image, hein, quand on considère l'image dans son sens finalement le plus commun, le plus large, à savoir une représentation visuelle d'un objet quel qu'il soit. On verra bien sûr que la peinture n'est pas toujours une image, elle peut l'être. Et même quand elle est une image, elle est souvent plus que ça. Elle est beaucoup plus qu'une simple image, qu'une simple représentation visuelle de son référent. Et on va le voir notamment à l'appui de cet exemple de la rencontre de Gustave Courbet. Il y a notamment un ouvrage très intéressant, Danse Belting, hein, sur ce sujet, hein, l'image et l'illusion, psychologie de la représentation picturale, et qui va montrer hein, que ce qui compte aussi, c'est bien sûr l'usage qui est fait d'une image et bien sûr la technique, le médium qui est utilisé et qui est plus cela qui conditionne finalement la considération d'une image que son référent. Donc en ce sens, hein, les images, elles précèdent et elles construisent aussi ce qu'elles représentent et elles donnent hein, finalement une visibilité. On parlait de visibilisation avec Tracer les fantômes tout à l'heure. C'est vraiment une visibilisation, une certaine manière de visibiliser un référent, un objet et de donner en fait, constituer la réalité en monde pictural, en un monde pictural ou un monde d'images. Maintenant, venons-en. Donc, je suis désolée, c'est court, hein, donc c'est très bref. Hein, c'est des grandes notions pour un peu cadrer le propos sur la notion de chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ? Pareil, beaucoup de définitions ont été formulées de chef-d'œuvre. La définition du chef-d'œuvre a d'ailleurs évolué dans le temps. Hein, au Moyen-Âge, hein, le chef-d'œuvre était une production hein, d'un artisan qui servait donc à obtenir la maîtrise hein, dans le cadre de la corporation, hein, qui lui permettait finalement d'intégrer une corporation. Plus tard dans le temps, et notamment à partir du XVIIIe siècle, avec le développement aussi bien sûr des musées, le développement des salons, cette notion de chef-d'œuvre va être rattachée davantage à l'univers des beaux-arts, et notamment comme l'idée d'une œuvre parfaite, hein, qui incarne la perfection ou l'œuvre la plus remarquable d'un artiste. Hein, voilà, on va dire c'est le chef-d'œuvre de cet artiste, ou alors c'est le chef-d'œuvre des collections, etc. Donc ça, presque ce sens hein, de chef-d'œuvre va aussi se transformer vers celui presque d'icône aussi, hein, voilà, d'une forme de sacralité de l'image. Hein. Et d'ailleurs, par exemple, on peut dire aujourd'hui, parfois de manière quasiment synonyme, c'est un chef-d'œuvre de l'art moderne ou c'est une icône de l'art moderne. On peut trouver parfois ce terme de manière similaire. Derrière la notion de chef-d'œuvre, donc il y a cette idée qui émerge hein, dès le XVIIIe siècle hein, d'absolu en fait, de perfection, hein, notamment chez des penseurs comme Hegel, hein, qui vont dire des chefs-d'œuvre dans une vision assez universaliste, ils sont goûtés de toutes les nations et de toutes les époques. Hein, donc voilà, c'est aussi dans la lignée presque kantienne hein, de la définition de l'art. Mais très vite, hein, et dès le XIXe siècle, on va penser le chef-d'œuvre hein, dans sa relativité, dans son historicité et dans son contexte social de production, comme un reflet également de l'évolution du goût. Et ce qui nous permet aussi bien sûr d'observer cela et d'en prendre conscience, c'est bien sûr de voir l'évolution du regard, l'évolution de la perception des tableaux au fil du temps. Et donc je peux en venir à la rencontre, ou bonjour Monsieur Courbet de Gustave Courbet, mais on pourrait en parler au sujet de nombreux autres tableaux. Hein. La Joconde de Léonard de Vinci, qui est peut-être le chef-d'œuvre par excellence, n'a pas toujours été considéré comme un chef-d'œuvre, et c'est notamment les écrits, les publications, la diffusion d'une œuvre qui aujourd'hui peut permettre d'en donner cette définition. C'est notamment les travaux d'un philosophe historien, Walter Pater, hein, au XIXe siècle, qui a permis notamment de médiatiser autant hein, la Joconde de Léonard de Vinci et contribuer après petit à petit à la création d'un mythe et à sa diffusion. Donc, le lien du chef-d'œuvre aux images, j'en viens maintenant aux images peut-être entendues dans leur caractère reproductible, d'images reproductibles, d'images diffusées, faites aussi pour être diffusées. Et ça, je pense que c'est souvent aujourd'hui finalement ce qu'on entend quand on fait cette distinction entre image et peinture, c'est vraiment le caractère de diffusion large, reproductible des images. Ce caractère de diffusion va être
particulièrement associé à la notion de chef-d'œuvre. On va le voir dans le cas de la rencontre de Gustave Courbet. Donc un petit mot pour raconter quand même l'histoire de ce tableau. Je pense que vous avez peut-être déjà fait une visite au musée Fabre, on vous en a parlé, mais je vais y revenir brièvement. Hein. Donc on est en 1854. C'est un tableau que Gustave Courbet réalise alors qu'il a déjà une reconnaissance institutionnelle, nationale, une participation au Salon, achat de l'État de premières œuvres. Et il a rencontré notamment en 1853 à Paris Alfred Bruyas, que vous voyez au centre, hein, ce monsieur connu pour sa barbe rousse, qui va lui acheter un tableau qui alors, en 1853, fait scandale au Salon, et ce sont les Baigneuses, hein, dans les salles du musée Fabre. Il est situé en face du tableau que vous voyez. Suite à cette acquisition, Alfred Bruyas et Gustave Courbet vont commencer une relation à la fois amicale, épistolaire et puis bien sûr professionnelle. Et Alfred Bruyas va inviter Gustave Courbet à venir dans le Midi, à Montpellier. Oui, j'ai oublié de préciser qu'Alfred Bruyas est montpelliérain. C'est d'ailleurs un des principaux donateurs du musée Fabre. Et donc il va inviter Gustave Courbet qui va venir pour la première fois à Montpellier et même première fois sur le pourtour méditerranéen. Et donc c'est à cette occasion qu'il réalise ce tableau assez énigmatique qui est toujours très mystérieux. C'est d'ailleurs le mystère, une des composantes, je pense, des chefs-d'œuvre. Il va réaliser ce tableau, il va en réaliser d'autres, comme le bord de mer à Palavas, que vous avez peut-être en tête, où on voit Gustave Courbet de dos faire un adieu à la mer dans un petit format qui est également conservé au musée. Donc ce tableau, je le disais, aujourd'hui est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du musée Fabre, mais ça n'a pas toujours été le cas, et notamment au moment où il est présenté à l'exposition universelle de 1855, où il va tout de suite faire lui aussi l'objet d'un scandale, et notamment de salves de caricatures. On va se moquer terriblement de ce tableau, où on y voit en fait un peintre, donc Gustave Courbet, que vous voyez avec son bâton de berger, dont on va souligner finalement l'exacerbation du narcissisme de l'artiste, l'arrogance avec cet artiste qui lève le menton vers son mécène, qui au contraire semble lui très humble, le chapeau baissé, comme s'il, en accueillant l'artiste. Et puis derrière, vous voyez Calas, qui était le serviteur d'Alfred Bruyas. Donc on va se moquer bien sûr de cette représentation, de la manière aussi très naïve du trait finalement. C'est vrai que pour quelqu'un qui va être considéré comme le chantre du réalisme en peinture, on trouve que finalement il y a un caractère très, très naïf, très simpliste de la composition. La banalité aussi du thème qui est considéré comme sans beaucoup d'intérêt, comme ça, la rencontre de trois hommes. Et on va voir, noter même... donc, au moment de la réalisation du tableau, de nombreuses critiques, de nombreuses caricatures. Donc déjà la diffusion finalement via des images, via des caricatures de ce tableau. Au début du XXe siècle, toujours des critiques, des historiens de l'art qui ont un jugement très dur sur ce tableau. Roger Marx notamment parle de l'outrecuidance comique, bouffonne presque, des personnages de ce tableau. Et même dans les années 1920, donc près d'un siècle après, Jacques-Émile Blanche aussi critique, qui va indiquer « Si la peinture à idées nous agace, à moins qu'elle ne soit sublime, proclamons-le, la bonne peinture d'un homme sans intelligence ne réussit pas à nous captiver. La fameuse toile « Bonjour, Monsieur Courbet » est particulièrement affligeante à voir aujourd'hui quand on songe à toute la littérature qu'elle provoqua lors de son apparition et depuis. Je la croyais du moins belle de couleur, de lumière, de pâte. Je n'y aperçois plus ce que j'avais cru tant aimer. » Voilà, donc le critique indique qu'il ne connaissait l'œuvre qu'en reproduction, qu'il la voit parce qu'à l'occasion d'une rétrospective Courbet en 1925. C'est une composition un peu sotte de vignettes de 1860. Donc là, d'ailleurs, cette référence elle est à l'idée de vignette. C'est particulièrement éloquent parce que justement, ce tableau et sa naïveté aussi, bien sûr, qui est recherchée, en fait, cet éloignement du réel dit beaucoup de choses dans le tableau de Gustave Courbet.
témoigne du fait que, en tout cas peut-être témoigne sans le vouloir, de l'importance finalement aussi des images, des vignettes et de l'imagerie populaire qui a été à la source de ce tableau. Donc ce que j'essaie de montrer, c'est qu'à la fois ce qui fait l'intérêt, ce caractère de chef-d'œuvre, c'est bien sûr toutes les sources d'images donc reproductibles qui ont nourri, et cette impénétration de strates, de couches qui donne aussi tout le mystère à cette œuvre, qui fait qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et à entrevoir en fait dans cette composition. Et puis ensuite, bien sûr, tout le réseau d'images, tout le flux d'images que ce tableau va produire. Donc je vais vous montrer quelques images qui ont servi, qui ont certainement nourri l'imaginaire de Gustave Courbet. Peut-être déjà vous dire que ce tableau a été rattaché à cette idée à cette notion de chef-d'œuvre quand même assez vite. Donc là, vous avez vu les critiques dans les années 1920. Donc ce tableau est déjà présenté dans les plus grandes rétrospectives qui sont dédiées à Gustave Courbet. Ce tableau participe ensuite à 2 expositions intitulées chef-d'œuvre, chef-d'œuvre de l'art français en 1937 et chef-d'œuvre du musée Fabre en 1939. Par la suite, voilà, ça va être vraiment comme acquis aujourd'hui, plus personne ne remet en cause le caractère très important de cette toile à de nombreux égards. Donc voilà, quelques sources qui ont pu nourrir. Comme vous le voyez, c'est pas des images qui sont reprises de manière totalement mimétique. On a plutôt des images qui vont nourrir de manière aussi symbolique la production de Gustave Courbet. Donc de nombreuses images d'Épinal, et notamment l'image du Juif errant, donc avec le bâton, cette longue barbe qu'on retrouve dans l'autoportrait de Gustave Courbet. La figure, donc là en plus une œuvre réalisée, une lithographie par Gustave Courbet de l'apôtre Jean Journet, donc une figure assez intéressante au milieu du 19e siècle. C'était finalement un apôtre socialiste convaincu des idées du socialisme utopique de Charles Fourier, et puis qui faisait un peu comme les pèlerins, en fait, finalement, avec cette idée de diffuser les idées de Charles Fourier. Donc Gustave Courbet, qui était aussi très sensible aux idées de Fourier, va s'intéresser à ces figures. Donc on retrouve un petit peu dans la manière de présenter, d'habiller sa figure, l'autoportrait de Gustave Courbet dans La Rencontre. Voilà, une autre source aussi, bien sûr, d'inspiration qui aurait pu être plus là, voilà, dans la figure de Saint-Roch, le Saint Montpellierin. On retrouve aussi cette sorte de route aussi, de chemin qui figure dans le tableau Bonjour Monsieur Courbet. Donc Bonjour Monsieur Courbet, c'est un nom d'ailleurs, un titre qui a été donné ultérieurement, donc suite aux critiques, aux caricatures, et qui a été repris finalement, qui fait office aujourd'hui de second titre au tableau La Rencontre. Donc voilà, Gustave Courbet se nourrit de nombreuses sources. Ce n'est que une petite sélection. On a beaucoup d'auteurs aussi, vu l'influence de l'art assyrien, notamment des portraits assyriens dans le travail de Gustave Courbet. Mais donc il va ici faire une sorte de synthèse d'images dont il va chercher à saisir la portée symbolique, aussi, qui se cache en fait derrière cette scène à l'apparence banale. Donc c'est bien sûr la symbolique de la rencontre. La rencontre, c'est en peinture, c'est un thème qu'on retrouve principalement, notamment au XIXe siècle, dans la peinture religieuse notamment. On voit par exemple la rencontre, c'est l'annonciation, la rencontre entre Marie et l'ange Gabriel, quand il vient lui annoncer qu'en elle, le corps de Dieu, le corps du Christ, va s'incarner. On retrouve aussi des scènes de rencontres dans des tableaux plus historiques, mais en tout cas dans une scène quotidienne, c'est quelque chose de très novateur avec cette peinture de Gustave Courbet. On se situe, c'est une scène, on sait, qui est totalement factice. Gustave Courbet n'est pas venu à Montpellier à pied. Là, d'ailleurs, on est dans l'arrière-pays montpelliérain. Il est venu en train. La scène, bien qu'on puisse retrouver certains détails, n'est pas localisée géographiquement. Donc, il imagine vraiment, de manière très symbolique, sa propre rencontre avec son mécène.
Il faut savoir qu'ils avaient une relation très proche aussi, intellectuelle, mais presque philosophique. Ils s'écrivaient des lettres en se qualifiant chacun de solution mutuelle. Vous êtes ma solution. Et donc, en fait, finalement, la solution, c'est quoi? C'est-à-dire un mécène qui va pouvoir financièrement financer le travail d'un artiste, et un artiste qui, pour un mécène provincial, va pouvoir marquer finalement l'histoire de l'art et accompagner un tournant dans l'histoire de l'art. Est-ce que ce tableau, s'il est aussi considéré comme un chef-d'œuvre, c'est qu'on y voit de manière assez nouvelle, toujours, cette représentation de figures dans un cadre de plein air. Et donc, pour beaucoup de critiques, d'historiens, on y voit aussi les prémices de l'impressionnisme. Donc, ce n'est pas un tableau qui a été réalisé en plein air, et il y a peut-être eu des esquisses de plein air. C'est un tableau d'atelier, mais en tout cas qui s'intéresse à l'intégration des figures dans un cadre de plein air, comme on va le voir de manière beaucoup plus soutenue au moment de l'impressionnisme. Et on y a bien sûr aussi vu les caractéristiques d'une école du Midi, avec cette lumière très particulière qui tranche avec les productions de Gustave Courbet précédentes. Donc, ce qui va faire la postérité aussi de ce tableau, c'est donc bien sûr la figure de l'artiste, cette manière très singulière dont il a de se poser face à son mécène, presque son arrogance, cette idée d'artiste, de figure d'artiste un peu génial, qui arrive avec ses idées, sa peinture révolutionnaire, et qui l'affirme aussi dans sa posture et dans sa manière d'être. Si bien que c'est cette représentation-là qui va nourrir par le passé. Donc je voulais vous montrer aussi, je vais passer vite, mais des caricatures. Donc j'ai parlé des caricatures de l'époque qui avaient été faites. Voilà, il y a une diffusion de l'image par la caricature qui va se poursuivre à travers ce tableau. Voilà, donc là vous le voyez avec ce Bonjour Monsieur Charbonnier en 52. Vous voyez ici Au revoir Monsieur Mitterrand, marché du revoir à Mitterrand. Donc voilà, on retrouve exactement cette composition qui est reprise par Tim dans l'Express en 1977, au moment des dissensions qui s'opèrent entre Georges Marchais et François Mitterrand. Voilà, donc je voulais souligner la question bien sûr de cet autoportrait de l'artiste qui va devenir, alors que Gustave Courbet réalise beaucoup d'autoportraits, on en a beaucoup d'autres, mais c'est vraiment celui-là qui va incarner la figure de cet artiste considéré comme un des plus grands de la peinture française. Donc là vous le voyez dans les années 20 par Maurice Denis, qui fait une histoire de l'art français et qui choisit donc cette représentation, donc tournée dans l'autre sens, de Gustave Courbet avec cette barbe assyrienne très, très reconnaissable. Voilà, d'autres artistes moins célèbres, Pierre Bourret notamment, qui a réalisé un certain nombre de médailles d'artistes, va reprendre le même profil, cette même barbe, qui d'ailleurs n'était pas la barbe que portait communément Courbet. Enfin, c'est une des seules occurrences à ma connaissance où on le voit avec la barbe comme ça pointue. Voilà, et donc j'en viens maintenant à la suite, et notamment comment deux artistes, Jan Peiming et Eir Akawa, toutes les deux présents dans les collections du musée Fabre, se sont saisis de ce tableau, à mon sens, pour de multiples raisons, mais notamment, en tout cas, pour interroger la notion de chef-d'œuvre qui est attachée à ce tableau. Donc, tout d'abord, Jan Peiming, on va voir que il va allier dans sa composition ce qu'on a vu, à la fois, c'est-à-dire la part un peu d'universel, d'absolu, de symbolique qui est associée à la notion de chef-d'œuvre, et aussi une certaine historicité. Je vais m'expliquer tout de suite. En préambule, quelques mots sur Jan Peiming, donc un artiste contemporain, qui est né en Chine, qui va dans les années 80 arriver en France. Il se forme notamment à l'école des Beaux-Arts de Dijon, et il va découvrir le tableau de Gustave Courbet, La Rencontre, à la fin des années 80 lors d'un séjour à Montpellier. Et c'est un artiste qui travaille, pas seulement, mais beaucoup aussi à travers la réinterprétation de tableaux de grands maîtres, et notamment Gustave Courbet, qui est vraiment une des figures importantes de référence pour l'artiste, si bien que c'est un artiste qui réalise ce tableau, c'est une commande du musée, en 2019, à l'occasion du bicentenaire de Gustave Courbet, mais il va réaliser de nombreuses compositions en hommage à Gustave Courbet pour d'autres musées, notamment il y avait eu à cette occasion une exposition au musée d'Orsay à Paris, au Petit Palais également, et puis au musée Courbet d'Ornans.
Donc là, quand le musée, donc j'étais pas en poste à l'époque, mon prédécesseur a fait appel à Jan Peiming pour réfléchir, enfin en tout cas pour faire une proposition à partir de la rencontre de Gustave Courbet. Jan Peiming va réaliser ce triptyque. Alors, sur ce triptyque, on voit que là encore, il s'attache à la question du portrait. Parce que dans le tableau de Gustave Courbet, il y a de nombreuses composantes intéressantes. Il y a bien sûr le paysage, c'est les figures dans un paysage. Là, et puis bien sûr le cadre symbolique. Là, l'artiste s'intéresse aussi à ce cadre symbolique. On le voit à travers le titre, l'impossible rencontre. Mais il va vraiment recentrer le tableau sur la question du portrait. Donc, on y voit l'artiste lui-même, Jan Peiming, qui s'intègre au sein du triptyque. Donc déjà, il propose, vous le voyez, un tableau morcelé en 3 parties. Et de chaque côté, on retrouve les 2 protagonistes plus importants du tableau, à savoir Alfred Bruyas, le mécène, et Gustave Courbet, l'artiste. Donc ce qui nous interpelle, je pense, dès qu'on voit ce triptyque, c'est bien sûr qu'on ne reconnaît pas d'emblée les figures qui figurent sur le tableau de Gustave Courbet. En effet, l'artiste a décidé de faire un détour via l'image reproductible, justement. Pour Alfred Bruyas, il choisit une photo de 1854, donc une photo, c'est intéressant, qui est prise l'année même de la réalisation du tableau de Gustave Courbet et qui en donne une image radicalement différente. On a plutôt, souvent d'ailleurs on a appelé cette photographie le Bruyas malade. Il faut savoir que Alfred Bruyas avait une santé très fragile et là on voit quelqu'un finalement, en tout cas, qui est pris dans une réflexion, qui est une forme de torture mentale à l'œuvre, en tout cas avec un regard un petit peu presque halluciné, et qui est d'ailleurs exacerbé dans le panneau de Jan Peiming. Donc là, des premiers choix de photos qu'il consulte dans la documentation du musée Fabre, une image qui tranche radicalement avec celle présentée par Gustave Courbet dans son tableau. Il en est de même avec le portrait de Gustave Courbet, qui est une photographie d'Étienne Carjat, qui est conservée dans le fond du musée Carnavalet Histoire de Paris, à Paris, et où là, on a une toute autre image également de Gustave Courbet. Elle est déjà plus tardive, la date n'est pas exacte, mais en tout cas, c'est plutôt, on est avant la Commune, on est dans les années 60, donc une époque quand même de forte reconnaissance artistique de Gustave Courbet. Vous voyez qu'il est beaucoup plus, il a un embonpoint qu'on ne retrouve pas dans le tableau de l'auteur, de Gustave Courbet. Et puis une stature d'artiste installé, confortablement assis, le regard assez serein, calme, posé. Donc on n'est pas dans cette forme d'arrogance presque de jeunesse, presque un peu bohème aussi, qu'on voit dans la tenue de la rencontre. On a vraiment une autre image de Gustave Courbet. Donc ça, je pense bien sûr, c'est quelque chose de volontaire de la part de Jan Peiming. Déjà, rien qu'en prenant ces images issues du réel, si je peux dire, en tout cas, c'est des représentations sociales, de portraits photographiques au XIXe siècle des 2 protagonistes. Il tranche avec finalement un mythe, le mythe qui s'installe dans le tableau de Gustave Courbet, qu'il a créé de cette rencontre, et comment finalement Gustave Courbet s'est présenté d'une certaine manière, a présenté son mécène d'une certaine manière, et il réhistoricise d'une certaine manière la scène en montrant finalement une autre image, une image peut-être selon lui plus proche de la réalité dans ces 2 tableaux. Voilà. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc ça, c'est assez intéressant comment il détourne finalement le chef-d'œuvre, il déconstruit. On peut dire qu'il y a une forme de déconstruction de ce chef-d'œuvre. Cette déconstruction, elle s'opère également dans la composition même. Donc on retrouve la présence de 3 figures. Jan Peiming, et ça il le dit lui-même, qu'il n'a pas voulu se mettre à la droite d'Alfred Bruyas pour ne pas avoir la place du serviteur dans la composition. Au contraire, il voulait avoir cette place centrale. Et puis, il rend cette rencontre symbolique qui l'intéresse et qui, je pense à ses yeux, fait l'importance de ce tableau. La rencontre entre un artiste et un mécène qui vont marquer à eux deux un certain moment de l'histoire de l'art.
il interrompt cette continuité en créant donc cet anachronisme de l'importation de sa propre image au sein de la composition. Donc en plus, un artiste, vous voyez, il y a aussi toute une rupture au niveau des regards. Le portrait d'Alfred Bruyas avec ce regard plongé en lui-même. Gustave Courbet qui regarde vers le centre, mais dont une rupture est occasionnée par la distinction entre les panneaux. Et seul, Jan Peiming semble essayer de communiquer avec le spectateur, avec le visiteur, avec le regardeur de cette série. Donc bien sûr, la question que pose Jan Peiming à travers ça, c'est bien sûr la solitude aussi de l'artiste contemporain. C'est comment finalement une impossible rencontre qui se joue à différents niveaux. L'impossible rencontre avec bien sûr une certaine époque, avec une certaine histoire, avec un certain rapport entre un mécène et les artistes, mais une rencontre qui peut s'opérer dans le champ pictural à travers cette composition. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur cette réinterprétation. Et donc, je vais vous montrer maintenant, donc la photo n'est pas de très très bonne qualité, l'œuvre d'Ei Arakawa, qui a été réalisée, pareil, en 2019. Il faut savoir qu'il avait déjà réalisé une œuvre d'après la rencontre de Gustave Courbet, qui avait été présentée en 2017 à Münster, dans une manifestation assez connue de sculpture en plein air, le Sculpture Project, où cette œuvre avait été présentée. D'ailleurs, on en avait pas mal parlé, parce qu'elle avait été détériorée, abîmée à cette occasion. Donc, il en a refait une version pour l'exposition du Musée Fabre, et cette œuvre a également rejoint les collections du musée, c'est d'ailleurs la première œuvre multimédia qui est rentrée dans les collections du Musée Fabre. C'est une œuvre qui est composée d'un tissu de LED. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ou à l'imaginer avec cette reproduction. Elle était présentée à ce moment-là dans la cour Vien du Musée Fabre. Donc c'est un tissu de LED lumineuse. Donc on a une reproduction, bien sûr. Donc là, bien sûr, la question de l'image de reproduction et de sa diffusion est au cœur de la réflexion de l'artiste. Et puis présentée dans une structure métallique très importante sur deux pieds. Donc quelques mots. Ei Arakawa, c'est pareil, un artiste contemporain, plus jeune que Jan Peiming, qui est installé à New York, d'origine japonaise, qui a été à ses débuts très influencé par Fluxus et aussi par le groupe Gutai japonais, et puis qui va dans les années 2000 beaucoup travailler aussi avec la source lumineuse et notamment ces grands panneaux de LED. Et donc dans le cadre de l'exposition à Münster, il avait représenté dans un parc en extérieur toute une juxtaposition comme ça de panneaux de LED sur deux pieds qui semblaient comme ça créer une sorte de dialogue entre elles. Et c'est un aspect qui me semble particulièrement intéressant. Donc, cette œuvre a été présentée à côté d'autres aussi grands tableaux représentatifs des avant-gardes, notamment parce qu'elle va jouer là, on a vu tout à l'heure, Jan Peiming, il y a à la fois la dimension symbolique de la notion de chef-d'œuvre qui était très importante derrière l'idée de rencontre, l'historicisation à travers l'image photographique qui représentait donc les deux personnes figurées sur le tableau. Ei Arakawa, avec son œuvre, il joue sur deux autres aspects. Il va reproduire telle qu'elle, finalement, l'œuvre de Gustave Courbet. Il la transforme en une sorte d'image presque qui rejoint l'esthétique publicitaire, une sorte de panneau coloré, lumineux, comme on peut en voir dans les grandes métropoles. Et en même temps, il va chercher à singulariser cette image galvaudée, publicitaire, ultra diffusée des chefs-d'œuvre, en lui donnant presque une présence physique. Je m'explique, on le voit notamment donc, par l'installation même. Ce n'est pas une reproduction
plate, présentée au mur. On a vraiment une structure physique sur 2 pieds qui donne une forte présence à l'œuvre. Et puis, il va y ajouter un dispositif sonore. Je me permets quand même de vous citer. On avait demandé en 2019 à l'artiste d'expliquer aussi pourquoi le choix de ce tableau. Et on voit, comme chez Ian Paiming, cette forte présence de la personnalité de l'artiste qui les marque tous les deux. Donc, il dit à Yarakawa, la vie publique de Courbet semblait très enjouée, comme s'il défiait le monde de l'art. Il interprète le rôle d'un artiste, jouant avec les attentes de ses interlocuteurs et se moquant de la supposée subjectivité des peintres français. En tant que performeur new-yorkais, je suis sensible à la carrière de Courbet. Le monde de l'art est souvent arbitraire. Comment peut-on parvenir à se frayer un chemin dans celui-ci ? Donc on retrouve la critique aussi en creux qu'on avait chez Ian Paiming, de comment l'artiste face au monde de l'art par rapport à ce qui était le cas. Je ne sais pas si c'était mieux, mais en tout cas, il se pose la question, notamment dans cette rencontre entre Courbet et Bruyas. La rencontre me rappelle l'aspect fictif et factice du monde de l'art. Donc là, pareil, cette idée de facticité derrière le chef-d'œuvre, derrière un des symboles du réalisme. Voilà, comment en fait, finalement, toute cette scène n'est que feinte, et Courbet le montre d'ailleurs, à travers la naïveté de la représentation. Lorsque j'ai participé au Sculpture Project Münster en 2017, j'ai sélectionné 7 peintures qui m'interpellaient. La rencontre de Courbet était la seule du XIXe siècle, mais elle était pourtant très actuelle. À travers ce travail à Münster, j'ai étudié les relations entre peinture et performance, le peintre et ce qui est peint, l'objet et l'éphémère, le naturel et le numérique. Cela se poursuit avec fortune au musée Fabre, non seulement parce que ma version en LED sera conservée dans la même collection que le tableau historique, mais également parce que l'on peut imaginer le lien entre le climat sec et ensoleillé de Montpellier et l'installation de mon œuvre en extérieur. Ici, le passé devient présent et le présent se projette dans le futur. La lumière du soleil à Montpellier a quelque chose de mélancolique, mais aussi d'humoristique. Peut-être que mes LED vont contraster avec cette lumière naturelle et poétique. Mon co-scénariste et moi-même voulions faire chanter la peinture. Cet esprit d'idéalisme ludique, de couleur olive, j'ai souhaité le transmettre à travers la rencontre. Donc là, pareil, on retrouve la question aussi du plein air, réinterprétée par Ei Arakawa. Donc ce que je vous disais, quand finalement, d'une image diffusée numériquement, donc dans son caractère reproductible à l'infini, il lui donne une présence par ces deux piliers, une présence par la continuité qu'il voit entre le paysage environnant et l'œuvre représentée. Donc voilà, le cadre montpelliérain finalement qui vient absorber, la lumière montpelliéraine qui vient absorber le paysage en plein air qui est représenté. Et puis, bien sûr, l'aspect, donc ça vous ne pouvez pas le voir, l'entendre, mais cette peinture chante. Cette peinture chante et elle dit « je ». Voilà, il y a une petite chanson qui accompagne le tableau, enfin l'œuvre multimédia, et qui dit notamment Hello, don't be afraid of me, I'm a digital painting. Donc c'est le tableau qui parle au spectateur. Wondering why Bruyas art system as how one wants. Voilà, me demandant bien sûr que le système de l'art à l'art Bruyas est celui que chacun voudrait. Donc la manière finale, voilà. Donc là, on retrouve finalement une sorte de retour à la présence de la peinture à travers cette œuvre, par le truchement de l'image et de l'image reproductible, avec vraiment une reproduction telle quelle du tableau, mais avec un médium différent qui est celle de l'image numérique. Et on revient à ce que je disais dans le préambule, en citant Ernst Gombrich, L'art et l'illusion, psychologie de la représentation picturale, que les images, au lieu d'être produites en fonction et à partir des choses qu'elles représentent, elles figurent les choses d'après les modalités techniques de leur production et en fonction des fins pragmatiques pour lesquelles elles sont faites. Donc bien sûr, c'est le médium employé détermine cela, qu'il s'agisse de peinture, de dessin, de photographie, d'affichage par exemple. Et c'est lui qui va finalement intervenir sur les modalités visuelles de la représentation du sujet. Pour conclure, Ei Arakawa crée à travers ce médium numérique une réflexion sur l'usage de l'image, la portée
de cette image, notamment de la diffusion, de comment finalement aussi la reproduction incessante d'un tableau à travers des images de reproduction parfois peut tuer d'une certaine manière l'image. Donc là, il cherche, en la faisant chanter, en la mettant sur deux pieds, en l'intégrant dans la continuité du paysage, à rendre cette image vivante comme la présence d'une peinture. Voilà, je vous remercie. Alors, merci donc à toutes les intervenantes. Il y a Philippe Tagin qui va parler en dernier, mais on va faire une petite pause. Donc je vous propose, est-ce que ça vous convient 10 minutes ou 5 minutes? Oui, 10 minutes de pause. Et on dit 16 heures. Il est moins 10. Ouais. Donc à 16 heures, on se retrouve pour écouter Philippe Tagin.